Alors, on commence ça maintenant. Bienvenue à cette soirée organisée par le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec. Mon nom est Catherine Boisvert, je suis présidente de l'association. Pour cette soirée, nous invitons à rencontrer un auteur qui est Monsieur Nathan Béchard. Donc, je vous le présente. M. Béchard détient un baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire de l'Université Laval, une maîtrise en mesure et évaluation de l'Université du Québec à Montréal et il occupe depuis 2 ans un poste de conseiller en mesure et en évaluation à la Commission de la construction du Québec. Donc, le fonctionnement de la soirée, si vous êtes habitué à nos formules, nous allons avoir une présentation qui dure environ 45-50 minutes et on se garde 10 minutes à la fin pour vos questions que vous pouvez déposer dans le chat et ça me fera plaisir de les partager dans notre dernier moment avec M. Béchard. Donc à tous, bonne soirée. Merci M. Béchard d'être là avec nous ce soir. Merci, Madame Boisvert. En fait, même, vous parlez d'une présentation de 45 minutes environ. Je vais même essayer de me tenir à l'intérieur plus rapidement que ça, mais je vais très certainement en parler pendant une petite demi-heure. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. C'est toujours très apprécié, là. On en discutait avant le début du webinaire, à quel point on apprécie votre présence parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, surtout dans le contexte actuel, de se retrouver encore devant un ordinateur en soirée pour assister à ce genre de choses-là. Alors, je vais enchaîner tout de suite avec la présentation. S'il y a quoi que ce soit, Mme Boisvert, vous n'hésitez pas, parce que moi, une fois que j'ai parti mon diaporama, je perds toute vision de ce qui se passe. Donc, le titre de la présentation de ce soir de mon webinaire, c'est l'évaluation des apprentissages en temps de COVID-19. Ici, on revisitait les principes préconisés par le renouveau pédagogique. Donc, oui, je vais discuter d'évaluation des apprentissages en contexte de COVID-19, bien sûr, mais aussi d'évaluation des apprentissages en général. Puis, contrairement peut-être à ce que le titre peut laisser entrevoir, pour moi, le renouveau pédagogique, c'est pas nécessairement un carcan ou un cadre très, très rigide, dans le sens où c'est plus un véhicule que je veux utiliser pour réfléchir et aborder une réflexion sur l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est un petit peu le contexte dans lequel je vous présente ça ce soir. Avant de présenter le plan de la présentation, pour me préparer, là, je tiens à le mentionner, pour me préparer pour la présentation de ce soir, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de podcasts. J'écoute quand même beaucoup de podcasts, surtout dans le domaine de l'éducation. J'ai beaucoup discuté avec des collègues, avec des amis aussi au sujet de l'évaluation des apprentissages parce que je suis depuis plus de quelques années, en fait, plus enseignant dans les salles de classe directement, même si j'ai toujours un pied dans les écoles, là, soit comme superviseur de stage au bac en enseignement secondaire ou selon d'autres fonctions que je peux occuper. Là. Mais je n'ai pas vécu cette année, je n'ai pas vécu ce que les enseignants, les enseignantes, vous avez vécu cette année. Donc, je voulais avoir un peu le pouls pour un peu proposer aussi quelque chose de différent ce soir, ou du moins différent de ce que j'ai écrit dans l'article, dans le sens où mon article, c'était une réflexion très théorique, ou du moins assez théorique là, sur l'évaluation en général, l'évaluation en temps de COVID avec le renouveau pédagogique. Mais je vais vous présenter ce soir quelques petites stratégies aussi là, pour essayer de concrétiser, rendre ça concret. Mais je vais quand même m'en tenir à l'essentiel, qui est une réflexion autour de l'évaluation pour finalement que la COVID devienne un prétexte de réflexion sur notre évaluation ou sur votre évaluation, vos pratiques d'évaluation. Je précise tout de suite que je ne suis pas un expert des technologies là, ou des applications de la suite Google ou peu importe ce que vous utilisez dans votre travail en ce moment. Donc, je ne suis pas technopédagogue. Je ne sais vraiment pas mon angle d'entrée ce soir. J'espère que ce n'est pas ce que vous veniez chercher dans les faits. Donc, le plan de la présentation, ça va être assez standard, assez simple. Je vais commencer avec un petit retour sur les idées principales de l'article que j'ai rédigé. Ensuite, je vais enchaîner avec quelques petites stratégies pour adapter l'évaluation en temps de COVID. Mais l'idée ici, c'est surtout de vous présenter des exemples de ce à quoi ces stratégies-là pourraient mener finalement dans une salle de classe. Et avant la période de questions ou la période de discussion, je vais enchaîner ou terminer avec une réflexion autour de l'évaluation des apprentissages, autour de 3 principes qui me permettent, moi, de réfléchir à mon évaluation.
Ces principes-là sont pas stables nécessairement dans ma vie, je vous avouerai, dans le sens où j'utilise ces principes-là comme prétexte pour réfléchir, puis pour justement pousser ma réflexion. Puis c'est un petit peu les fruits de tout ça que je veux vous partager ce soir. C'est un peu contre-intuitif, mais je veux vous présenter les références dès le départ parce que quand je les présente à la fin, j'ai jamais le temps de le faire. Puis il y a des choses là-dedans, tout dépendant de ce que vous êtes venu chercher ce soir, il y a peut-être des choses là-dedans qui vont d'emblée vous intéresser. Alors je vais vous en parler tout de suite. Premièrement, il y a un livre de Chenelière Éducation qui s'appelle Mieux évaluer et motiver ses élèves, qui, à mon sens, est un excellent ouvrage. Euh, Parce que pour moi, l'évaluation et la motivation, ça doit aller main dans la main. Et cet ouvrage-là est tout à fait bien, tout à fait approprié pour ça. Ensuite, au niveau des ressources web, vous connaissez peut-être bon, le réseau d'information pour la réussite éducative, le RIR, donc qui est fait par le CITREC. Ils ont un dossier complet sur l'évaluation ou le fait d'évaluer en numérique ou en temps de COVID ou à l'aide du numérique. Il a été mis tout à jour tout récemment, là, je pense au mois de février ou mars dernier. Donc, il y a énormément d'informations, des webinaires, des outils, des articles. Bref, si jamais vous voulez pousser plus loin votre réflexion par rapport à ça ou trouver davantage d'outils que ce que moi je vous présente, que je vous propose ce soir, ce site web-là est tout à fait pertinent et à visiter prochainement. Justement, dans ce site web-là, entre autres, vous allez retrouver des webinaires, plusieurs que j'ai moi-même visionnés, là, entre autres, évaluer à distance au primaire, évaluer à distance au secondaire, qui proposent tous les deux des belles alternatives, des beaux trucs ou des belles astuces pour adapter son évaluation, ses pratiques d'évaluation en temps de COVID. Et il y a également le webinaire qui s'intitule J'évalue à distance, qui lui s'adresse peut-être un petit peu plus pour le niveau supérieur, tout ce qui est collégial, universitaire, mais je pense qu'il y a quand même des choses pertinentes, entre autres au niveau de la différenciation pédagogique dans les pratiques d'évaluation. Donc, je vous les recommande vivement si jamais vous voulez aller plus loin que ce que moi je vous présente ce soir. Je tiens aussi, dès le départ, à mentionner là, certains, je ne les mentionnerai pas, vous pouvez les lire à l'écran, mais donc ce sont certaines des personnes, et il y a eu d'autres personnes également, mais qui m'ont donné des trucs, des astuces, qui m'ont fait part de leurs expériences de cette année, leurs bons coups, leurs moins bons coups. Bref, ce sont des gens qui ont accepté volontiers de me donner du temps, puis de discuter avec moi au téléphone, de me partager des documents. Donc, je tenais à les remercier. Mais je tiens aussi à préciser que tout ce que je présente ce soir n'engage que moi et c'est vraiment comme tel mon opinion à moi, là. Donc, je veux pas que ces personnes-là, je veux pas que vous pensiez que ces personnes-là sont nécessairement d'accord avec tout ce que je dis. Là, c'est pas nécessairement le cas. J'ai pas validé ma présentation avec eux. Donc, retour sur les idées principales de l'article. Je vais commencer avec bon, l'éducation, en temps de COVID, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les défis, tout ça. Mais je vais passer rapidement parce que vous le vivez probablement au quotidien, donc vous n'avez peut-être pas besoin de vous le faire résumer encore une fois. Je vais parler des défis que peuvent représenter l'évaluation en temps de COVID, oui, mais en temps normal aussi. Et parler du renouveau pédagogique et de l'évaluation, et plus particulièrement au niveau du renouveau pédagogique, ce sont moi les éléments ou les principes qui, moi, m'interpellent particulièrement du renouveau pédagogique pour discuter et réfléchir à l'évaluation. Donc, la pandémie a amené son lot de changements, que ce soit le télétravail, la gestion des bulles classe pour les enseignants et les enseignantes du Québec et des consignes sanitaires en classe avec les élèves. L'alternance en présentiel, à distance, entre autres à partir du mois d'octobre dernier, pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire. Donc, il y a eu beaucoup de défis là, en éducation et je n'en fais qu'un bref résumé, bien évidemment, ici, pour les besoins de la cause, vu que je n'ai pas 3 heures pour en parler. Pour moi, ce qui est intéressant, puis j'en parle un petit peu dans l'article, mais la COVID-19 a surtout été un puissant révélateur d'inégalité. Je pense qu'on a beaucoup entendu dans les derniers mois, on est tous dans le même bateau, on traverse tous la même tempête, c'est un beau message, puis en grande partie, j'y souscris, mais je pense que on est très certainement tous dans la même tempête, ou on traverse tous la même tempête, mais on le fait très certainement pas tous à bord du même bateau.
Donc, il y a des gens dont le bateau est beaucoup mieux structuré, organisé, nanti que d'autres. Et ça s'est vu dans les derniers mois, dans la dernière année, là, par un accès inégal aux technologies, par un accès inégal à un environnement de qualité aussi pour suivre ses cours à distance ou pour enseigner à distance. C'est une chose d'avoir une pièce dans sa maison pour pouvoir travailler, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir suivre des cours. Mais c'en est une autre lorsque les trois enfants sont autour de la table de cuisine en même temps, puis qu'il y en a un qui doit s'occuper des deux autres parce que les parents travaillent. Bref, on traverse peut-être tous la même tempête, mais très certainement pas dans le même bateau. Je me suis questionné aussi dans les derniers mois, les dernières semaines, est-ce que la COVID-19 ne peut pas aussi être une source d'opportunité? Peut-être qu'il est trop tôt pour se poser la question parce qu'on n'en est clairement pas encore sorti, mais est-ce qu'il n'y a pas des sources d'opportunités dans la COVID-19 qu'on pourrait ou qu'on a déjà finalement saisies? Moi, j'ai remarqué peut-être dans la dernière année qu'il y a une certaine inertie qui peut parfois caractériser parfois notre enseignement, parfois l'éducation, parfois très certainement la bureaucratie des centres de services aussi. Puis définitivement, cette inertie-là a pris le bord en bon français. Donc, ça a été un catalyseur de créativité. On a recherché des solutions. On s'est retourné sur un dizaine, encore une fois en bon français, pour être en mesure d'offrir une éducation de la plus grande qualité possible aux élèves à travers toute l'année. Puis, même s'il y a peut-être eu certaines opportunités comme ça, définitivement, ça s'est fait aux dépens de la santé mentale de plusieurs et du niveau d'énergie de plusieurs. Je trouve qu'une des sources d'opportunités que je vois aussi de la COVID, c'est que clairement, cette pandémie-là a remis l'importance de la dimension socialisée de la triple mission de l'École québécoise au centre des préoccupations. Alors, pour un simple rappel, la triple mission de l'École québécoise qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier, définitivement, je pense que cette année, les enseignants, les enseignantes, on avait besoin de socialiser, les élèves avaient besoin de socialiser. Puis, cette dimension-là qu'on prend peut-être parfois pour acquis, cette année, définitivement, s'est retrouvée au centre des préoccupations. Puis, même parfois plus que de l'apprentissage à certains moments, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, selon moi. Donc, on a beaucoup parlé ou entendu parler là, des défis concernant l'enseignement à distance. J'en ai mentionné quelques-uns à la diapositive précédente. Mon objectif n'est vraiment pas de les répéter, mais pour nommer d'autres choses peut-être plus concrètes, l'appropriation des fonctionnalités des Teams, des Meet, la gestion des caméras des élèves, qui a sans doute causé plusieurs maux de tête à plusieurs personnes. Donc, on en a beaucoup entendu parler de tous ces défis-là et il y a même la TELUC qui a pondu une formation en quelques semaines, quelques mois à peine. Donc, c'est pas rien, ça a quand même occupé l'espace médiatique. On a un peu moins parlé peut-être de l'évaluation des apprentissages, du moins au début. Je pense que dans un premier temps, puis c'est normal, c'était moins prioritaire, il fallait survivre, il fallait trouver le moyen de rejoindre les élèves et de leur enseigner, de prendre contact avec eux, de leur enseigner, pardon. Mais c'est progressivement devenu, je pense, un sujet d'intérêt à force qu'on se rapprochait, entre autres, l'année dernière, à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Plus on se rapprochait de la fin de l'année, du moment avec les bulletins, les évaluations de fin d'année, les élèves de 4e, 5e secondaire dont les résultats comptent pour leur admission au cégep. Bref, c'est devenu franchement un enjeu important. C'est aussi devenu un enjeu important, puis peut-être que comme enseignant-enseignante, vous en êtes moins conscient, mais c'est devenu aussi un enjeu très important, l'évaluation des apprentissages ou des compétences en plusieurs milieux professionnels. Entre autres, moi, dans mon expérience à la Commission de la construction du Québec, mais également l'Autorité des marchés financiers ou différents ordres professionnels qui qualifient des travailleurs chaque année, chaque jour. Ils vont qualifier des travailleurs pour être en mesure, pour qu'ils soient en mesure d'intégrer le marché du travail. Donc, définitivement, la COVID est venue mettre un frein à ça aussi, en fait, complètement arrêter les examens de qualification. Donc, l'évaluation des apprentissages et les défis que la COVID amène sur cet aspect-là, ça a clairement dépassé les cadres, les murs des écoles là, dans la dernière année. Déjà qu'en temps normal, en fait, l'évaluation, c'est un défi. Puis dans mon article, j'en parle un petit peu. Premièrement, je pense parce qu'on est peu formé comme enseignant, enseignante à évaluer. On a peut-être suivi un cours de 3 crédits à l'université, peut-être 2 cours si vous êtes chanceux et chanceuse.
Mais au final, on apprend beaucoup sur le tas et c'est une partie de notre travail comme enseignant-enseignante qui est très visible parce qu'il y a une communication, parce qu'il y a une note, parce qu'il y a une rétroaction qui est donnée et que les parents parfois peuvent avoir un regard là-dessus. Donc, c'est une partie de notre travail qui est visible, c'est donc sensible, ça nous expose d'une certaine façon. Puis peut-être que parfois, on n'est pas si bien outillé que ça pour réaliser cette tâche-là. Donc, bref, ça représente quand même beaucoup de défis. Les questions que je vois souvent passer sur les médias sociaux, c'est des questions comme qu'est-ce que je dois évaluer, comment est-ce que je dois l'évaluer, quels sont les critères d'évaluation que je devrais utiliser pour évaluer mes élèves, ou quelle devrait être la place de mon jugement professionnel dans cette structuration, organisation de mon évaluation. Puis ça, c'est sans compter qu'il faut jongler avec l'évaluation formative au service de l'apprentissage, l'évaluation sommative, certificative, puis en bout de piste, quelque part, transposer tout ça dans un carcan assez rigide de communication aux parents et dans les bulletins. Donc, c'est très certainement pas facile l'évaluation, même en temps normal. En plus, en temps de COVID, il y a des questions comme celle-ci qui peuvent nous venir. Donc, comment rendre compte rigoureusement des apprentissages de manière juste, égalitaire et équitable? Ces trois mots-là n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont les trois valeurs fondamentales de la politique d'évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, comment on fait pour rendre compte rigoureusement de tout ça alors qu'on a moins de contrôle puis que les élèves ne sont pas devant nous? Lorsque les élèves sont à distance, en fait, on se rend compte que les tests, les examens, on va dire les types d'évaluation peut-être un petit peu plus traditionnels, ce type d'évaluation-là, ça atteint rapidement ses limites. On peut penser à la triche, au plagiat. On peut penser aussi, que je le mentionnais tantôt, l'environnement de l'élève n'est pas toujours propice à la réalisation d'une évaluation, ni même d'écouter un cours. Même si les élèves maintenant au Québec ont pas mal accès à un équipement informatique, que ce soit un Chromebook ou autre, ça ne veut pas nécessairement dire que leur connexion Internet elle est de grande qualité. Donc, il y a plein d'enjeux, plein d'écueils sur lesquels on n'a pas le contrôle, puis ça fait juste se rajouter aux défis de l'évaluation en temps normal. Dans la presse, le 8 mars dernier, il y a un article qui a été publié, puis la journaliste interviewait différents enseignants, puis les enseignants étaient bien évidemment pas identifiés, mais il y a une enseignante du secondaire qui a illustré peut-être un petit peu ce que je dis par la citation suivante. Cette personne-là disait « J'ai des élèves qui font maintenant exprès d'être vus en train de tricher. Comme cela, ils savent que l'examen sera annulé et que la deuxième fois, ils sauront davantage quoi étudier. » Je pense pas nécessairement que ce comportement-là de l'élève est nécessairement propre au temps de la COVID, parce que si la politique de l'école ou votre conception d'évaluation, c'est qu'un élève qui triche doit pouvoir reprendre son évaluation éventuellement pour démontrer ses apprentissages, c'est le comportement de tricher pour faire exprès d'être pris en train de tricher, ça peut se faire à l'école, ça peut se faire à distance, donc, mais je pense que ça illustre quand même bien certaines difficultés que certaines d'entre vous avez pu vivre cette année. Une des solutions possibles, puis je conclus d'ailleurs mon article comme ça, là, sans être une panacée, j'en suis conscient, je pense que ça peut être de revenir aux principes ou à certains des principes d'évaluation du renouveau pédagogique. Parmi moi, ces principes-là qui m'interpellent plus particulièrement, il y a la place qu'on donne au jugement. Donc, à mon sens, il faudrait placer le jugement professionnel au centre de sa pratique évaluative. Et là, je saute tout de suite au troisième point, et se sortir tranquillement, peu à peu, de la logique purement arithmétique qui nous sert habituellement à constituer la note. Alors, j'ai un examen qui vaut 20%, j'ai un travail qui vaut 30%, et j'ai un examen final à la fin de ma période d'apprentissage, à la fin de mon étape, qui vaut 50%. Voilà, 50% de ma note, 100% de ma note est entrée. Je peux faire une note pour mon élève, voilà, pour mes élèves. Voici, je rentre ça au bulletin, c'est fait. Donc, cette logique-là, moi, je la remets un petit peu en question, même si je sais que c'est franchement pas évident. Mais une manière de se sortir de ça, entre autres, c'est de repenser les instruments d'évaluation. Donc, le deuxième point. Donc, de repenser les tâches, le type d'examen, de travaux qu'on donne aux élèves,
de favoriser l'utilisation de grilles. Ça peut être des grilles critériées, des grilles descriptives, des grilles analytiques, comme ce que le ministère a tendance à beaucoup utiliser dans ses évaluations ministérielles. Donc, bref, moi, c'est vraiment autour de ces trois choses-là que je trouve que le renouveau apportait quelque chose de nouveau ou remettait l'emphase sur l'accent sur des choses qui, moi, m'interpellent. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ces trois principes-là ou ces trois aspects-là, ces trois éléments-là, en termes de stratégie possible pour adapter l'évaluation en temps de COVID? Donc, ici, c'est la portion un petit peu plus pratique et concrète, là, si vous voulez, de ma présentation. Donc, la première stratégie pour parvenir, moi, je pense, à adapter ces pratiques d'évaluation, ça peut passer par le fait d'atteindre un équilibre entre les évaluations qui se corrigent rapidement et celles qui prennent plus de temps à corriger. Je ne pense pas ici que je vous apprenne grand-chose, mais comment ça peut s'opérationnaliser dans votre quotidien? Ça peut être d'utiliser judicieusement et avec parcimonie, à mon sens, les examens à choix multiples, les examens à réponse courte également. Donc, c'est très pratique parce que ça se corrige rapidement, voire automatiquement avec les Google Forms et autres applications du genre. Mais en même temps, ça ne nous permet souvent pas d'aller en profondeur dans la compréhension d'élèves ou de valider, de vérifier cette compréhension-là profonde. On peut proposer des tâches aussi. Souvent, on veut justement proposer des tâches complexes, des tâches de compétences, mais c'est long à développer, c'est long à corriger, c'est long pour que les élèves puissent les réaliser. Donc, pour moi, une solution, c'est peut-être de proposer des tâches qui sont simples, qui mobilisent une ou deux composantes de la compétence seulement, plutôt que d'avoir une tâche avec plusieurs compétences, et vraiment les compétences au complet. Ben à ce moment-là, on peut poser des petites tâches plus fréquemment, garder des traces qui peuvent être formatives de tout ça, qui peuvent vraiment nous aider à étayer notre jugement professionnel et finalement ne proposer que quelques tâches plus complexes qui permettent à l'élève de démontrer le développement de ses compétences. Donc, peut-être au milieu de la période d'apprentissage, vers la fin de la période d'apprentissage, là, on réserve des moments clés pour des tâches un petit peu plus complexes. Une autre stratégie, ça peut être de privilégier les travaux ouverts plutôt que les examens traditionnels, les tests ou les quiz. Puis par travaux ouverts, ce que je veux dire par là, entre autres, c'est des travaux qui n'ont pas une seule bonne réponse. Donc, ça peut être une rédaction, une composition, ça peut être une maquette, ça peut être des affiches, ça peut être plusieurs choses, mais finalement, de proposer aux élèves de nous donner de choisir le mode de production, ça peut être une autre avenue aussi. Ce qu'on peut faire, une autre stratégie, c'est de proposer des questions légèrement différentes ou qui s'appuient sur des éléments personnels à l'élève. Donc, proposer des questions légèrement différentes d'un élève à l'autre ou d'avoir 2-3 types d'examens différents ou de travail différents. Et les élèves peuvent venir choisir lequel réaliser. Par exemple, dans un examen à 3 questions à développement, bien, les élèves vont choisir 2 des 3 questions pour qu'ils puissent répondre. Puis, ils peuvent choisir donc les 2 questions pour lesquelles ils sont le plus à l'aise. Et de cette façon-là, bien, on vient limiter peut-être la possibilité de tricherie, ce qui n'empêche pas un élève de prendre les 2 mêmes questions que son ami d'à côté. Mais en même temps, on donne du contrôle à l'élève, puis il y a plus une grande chance que l'élève choisisse de diversifier finalement sa tâche d'évaluation. On peut aussi utiliser, quand je parlais de s'appuyer sur des éléments personnels à l'élève, donc on peut demander à l'élève de justifier à partir d'éléments de sa vie de tous les jours, mais aussi d'utiliser les résultats de laboratoire que l'élève a réalisés en classe. Donc, on utilise ces résultats-là pour que l'élève va venir appliquer dans une évaluation. On peut fournir ou distribuer des extraits différents d'un roman aux élèves pour que les élèves, par exemple, identifient des séquences descriptives ou justificatives dans un texte, mais pas à partir du même texte. On peut fournir différents documents historiques aux élèves pour répondre à la même question. Donc, par exemple, de se représenter à 1896. Ben, à partir de différents documents, les élèves pourraient avoir à répondre à la même question, mais comme les documents ne sont pas les mêmes, la possibilité de tricher ou de plagier ben, diminue quand même considérablement. Je pense aussi, puis quelques discussions que j'ai eues avec des amis ou des collègues, souvent les gens en parlent avec un petit rictus en disant oui, c'est beau l'intégrité numérique, mais on est avec des élèves du primaire, des élèves du secondaire.
si la possibilité de tricher elle est là, les gens vont la saisir. Je suis d'accord, mais en même temps, dans une perspective bienveillante où on veut vraiment former les élèves, puis leur montrer la bonne voie à suivre. Je pense que de valoriser l'intégrité numérique et l'enseigner explicitement, puis c'est peut-être la portion qui est moins souvent faite, je pense que c'est la base, puis que c'est nécessairement un principe à appliquer. Donc, dans ce sens-là, ce que ça pourrait être, ça peut vouloir dire de faire signer un engagement écrit aux élèves, mais également aux parents sur ce que c'est l'intégrité numérique. On peut préciser avec les élèves aussi ce que ça signifie tricher dans le cadre d'une évaluation précise. Donc, dans le cadre de ce travail-là, tricher, ça veut dire d'aller sur Google et de faire une recherche pour trouver des réponses, de texter ton ami ou d'écrire ou de communiquer avec tes amis pour avoir des indices, de demander à ton père, à ta mère ou à tes parents de t'aider. Donc, on peut préciser ce que c'est tricher, puis pas prendre pour acquis que nécessairement tout le monde sait exactement ce que c'est tricher dans chacune des situations. Ça pourrait être d'avoir la caméra, le micro ouvert pendant une évaluation. Bien sûr, tout dépendant de la politique et de votre contexte. Parfois, ce n'est pas possible que les élèves ouvrent leur caméra ou aient leur micro ouvert. Mais bon, c'est une piste. Certains enseignants à qui j'ai parlé aussi ont utilisé cette manière de fonctionner-là. Les élèves répondaient à des questions, par exemple mathématiques, sur un Google Form avec des choix multiples, mais devaient prendre une photo des démarches et les envoyer par courriel ou par d'autres moyens à leur enseignant. Comme ça, l'enseignant pouvait valider que l'élève avait bien réalisé ses démarches et donc on diminue encore une fois les probabilités de tricherie. On peut demander aux élèves de répondre sous forme de schémas, de graphiques, de cartes mentales. Ce que ça permet de faire, ben, ça permet de comparer des schémas, des graphiques ou des cartes mentales d'un élève avec celles de d'autres élèves, particulièrement ses amis dans la classe. Donc, de cette façon-là, ben, encore une fois, c'est plus facile de repérer la tricherie si jamais, si jamais ça survient. Une des stratégies que moi je trouve particulièrement intéressante, c'est de réaliser des entretiens d'évaluation avec les élèves. Donc, des entretiens d'évaluation, c'est des rencontres où on demande aux élèves de finalement nous démontrer leur apprentissage de manière verbale ou orale. À la suite d'une évaluation, par exemple, les élèves pourraient avoir à expliquer leur démarche. Donc, parfait. Donc, Jérémy, tu m'as répondu ça ici. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé à ta réponse? Explique-moi ta démarche. Ça peut être de l'expliquer sur un enregistrement audio. Alors, l'élève s'enregistre, puis envoie l'enregistrement audio à l'enseignant ou à l'enseignante. Mais ça peut se faire en direct aussi via les breakout rooms ou les sous-groupes qu'on peut réaliser qu'on peut faire avec les différentes applications de communication. Ça peut être aussi seulement lorsqu'un doute subsiste. Par exemple, un élève a généralement des notes pas très élevées. On est à distance, j'évalue à distance, puis mon élève se ramasse avec une moyenne de 85. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il reçoit de l'aide à la maison, peut-être qu'il triche et qu'il communique avec ses amis. Donc, quand on a un doute, ben, on peut peut-être demander à l'élève de nous expliquer et nous justifier ses réponses de manière orale. On peut aussi demander aux élèves de rédiger une question pour le contenu qui est à l'évaluation, donc sur un contenu précis. Puis, en entretien avec l'élève, ben, l'élève doit nous expliquer la solution, nous expliquer sa démarche, comment lui, par exemple, en mathématiques, il résoudrait ce problème-là. On peut aussi, parmi une liste de questions, c'est moins utilisé ici au Québec, ce que je vais proposer là, mais c'est utilisé quand même beaucoup en Europe, en France, en Belgique, où j'ai étudié moi personnellement en Belgique, où par exemple les élèves ont déjà une liste de questions, 10, 15, 20 questions à l'avance, qui sont des questions quand même pas évidentes, on s'entend, ce pas des questions des vrais ou faux, là. Puis les élèves ont des questions. Lorsqu'ils se présentent à leur entretien d'évaluation, l'enseignant pige une, deux, trois questions. Ce sont les questions auxquelles l'élève doit répondre. Puis de cette façon-là, ben, on est capable de valider si l'élève a réalisé les apprentissages. Bref, ce sont des stratégies. Peut-être que certaines vous parlent plus que d'autres, mais je pense que ça peut être intéressant de les tester ou d'expérimenter avec tout ça. J'en suis donc à la dernière section, si on veut, de ma présentelle. Donc, c'est vraiment le cœur, je vous dirais, de ce que je veux qu'on retienne de ce que je dis ce soir. C'est vraiment ma réflexion sur l'évaluation. Puis, je réfléchis énormément à l'évaluation. C'est quelque chose qui m'occupe et qui m'habite constamment. Mais donc, cette réflexion-là, pour l'instant, moi, s'articule autour de trois principes
Puis c'est ces 3 principes-là que je vais utiliser pour réfléchir avec vous ce soir. Parmi tout ce que j'ai écouté, regardé ou lu dans les derniers mois, les dernières semaines, j'ai écouté un TED Talk qui date du 21 janvier dernier où il y a une enseignante de la région de Chicago qui s'appelle Nora Flanagan. Là, vous m'excuserez la traduction, là, je ne suis pas traducteur, vous l'aurez compris. Mais elle a dit la chose suivante, on doit cesser d'utiliser les notes comme des armes pour forcer les élèves à se conformer. Bon, ces mots sont quand même assez forts, mais je pense que nos pratiques d'évaluation peuvent effectivement parfois amener les élèves à se conformer à certains comportements attendus ou dans un rôle particulier qui est peut-être pas toujours en cohérence avec nos pratiques pédagogiques et avec nos valeurs pédagogiques. Donc moi, c'est vraiment à l'idée de cohérence entre nos valeurs pédagogiques, ce qui nous motive, ce qui nous pousse, ce qui nous préoccupe comme enseignants, comme enseignantes, notre identité finalement d'enseignant. Puis, est-ce que nos pratiques pédagogiques sont cohérentes avec cette identité-là? Souvent, c'est le cas, mais les pratiques d'évaluation, souvent, un petit peu moins, ou parfois un petit peu moins, puis c'est là-dessus que je vais vous amener à réfléchir avec moi ce soir. Donc, mon premier, puis là, plus largement, là, c'est un peu ce que je vous disais, donc de réfléchir à ce que l'évaluation soit cohérente avec le reste de vos pratiques pédagogiques. Le premier principe qui, moi, m'interpelle, c'est que le résultat de l'évaluation, le résultat de l'élève, doit être le reflet de l'apprentissage scolaire ou des compétences de l'élève. Donc ça, pour moi, c'est assez important. Puis vous allez voir ce que je vous propose par la suite, qui sont des actions à poser ou des actions à ne plus poser. J'essaie de les mettre, de les graduer dans le sens où la première est peut-être plus facile à appliquer, à mettre en œuvre que la troisième pour chacun des principes. Il y a donc 3 actions dont je vais parler pour chacun des principes. Donc la première est peut-être plus facile que la troisième à appliquer. Puis j'essaie donc de les graduer comme ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que dans votre contexte propre à vous, c'est nécessairement comme ça que vous les auriez classés vous-même. Donc, pour moi, la première action, si on s'entend sur le principe que le résultat doit être le reflet de l'apprentissage scolaire et des compétences de l'élève, c'est qu'il faut cesser d'inclure le comportement de l'élève dans la composition de la note. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la motivation de l'élève, que l'étude, le fait d'être calme en classe, le fait d'avoir triché ou non à une évaluation ne doit pas être inclus dans la composition de la note. Donc, par exemple, la pratique de mettre 0 à un élève qui triche, moi, je remets ça en cause énormément. Puis souvent, ce que j'entends, c'est que des enseignants, des enseignantes vont justifier cette pratique-là en disant à l'élève, compte-toi chanceux, compte-toi chanceuse, rendu au cégep, au collégial, à l'université, si tu es pris à plagier ou à tricher, tu es mis dehors de l'école, tu es mis dehors de ton programme. Moi, j'apporterai un bémol parce que c'était peut-être vrai il y a 20 ans, mais ce n'est plus du tout vrai. Les universités accompagnent énormément les étudiants maintenant, et les cégeps aussi, là, accompagnent énormément les étudiants maintenant qui sont pris en situation de plagiat ou de tricherie. Et ce n'est vraiment plus vrai que les élèves sont d'emblée mis en dehors de leur programme. Donc, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille d'inclure dans la composition de la note. Ensuite, je pense qu'on peut, et ça c'est un peu normal, mais d'accumuler et d'utiliser des traces formatives. Là, j'ai mis le mot portfolio entre parenthèses, mais je pourrais faire un cours de 45 heures sur le portfolio et l'usage du portfolio. Fait que je veux pas qu'on prenne le mot portfolio au sens strict, mais plus l'idée de garder des traces formatives de l'apprentissage des élèves pour être en mesure d'étayer notre jugement professionnel, pour avoir suffisamment d'éléments pour se sortir justement de cette logique super cumulative-là, qui est mon troisième point. Donc, cumulative, arithmétique, où chaque évaluation a une pondération. À la fin de l'étape ou de la période d'apprentissage, j'ai mon résultat, j'ai l'impression que c'est valide, personne ne va remettre ça en cause. Donc, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, mais je suis conscient que ce troisième point-là est beaucoup plus difficile à appliquer ou à mettre en œuvre que les deux autres que j'ai mentionnés au début. Mon deuxième principe autour duquel ma réflexion s'articule, c'est que l'évaluation doit favoriser la motivation des élèves. Donc, oui, on met plein de choses en œuvre en classe, plein de stratégies,
modalités pédagogiques différentes là, pour motiver nos élèves, que ce soit des projets, que ce soit des vidéos. On présente, finalement, on varie les stimuli qu'on utilise en classe. Mais parfois, en évaluation, on ne fait pas beaucoup de différence ou on ne change pas grand-chose. Et pour moi, c'est important que l'évaluation participe à la motivation des élèves. Pour ça, la première action que je pense qu'on peut faire, c'est de faire participer les élèves à leur évaluation et ou de leur donner du contrôle. Donc, ça peut être, par exemple, en leur donnant des outils pour mieux réguler leur apprentissage. Avant de commencer un examen ou une évaluation, j'avais l'habitude de demander à mes élèves, lorsque j'étais en classe, voici les 5 objectifs sur lesquels l'examen porte aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10, à quel point est-ce que tu es en confiance d'être en mesure d'identifier les angles internes d'un triangle? Donc, sur une échelle de 1 à 10, viens apprécier ton niveau de confiance. Puis, après ça, ça permet à l'élève de faire un retour puis de réguler son apprentissage. Bref, c'est des petites choses comme ça où moi, je trouve qu'on peut faire participer davantage les élèves à leur évaluation et leur donner du contrôle. Ça peut être en leur demandant, entre autres, c'est mon deuxième point, mais de différencier, leur permettant de différencier les modes de production. Donc, par exemple, pour exactement la même évaluation, la même note, exactement la même chose, les élèves pourraient me produire une maquette, me produire une affiche, me produire un texte ou m'enregistrer une capsule, faire une présentation orale. Bref, peut-être que dans les premiers temps, c'est de proposer 1, 2, 3 modes de production et les élèves peuvent choisir. Mais on peut peut-être aussi plus tard, lorsque les élèves sont habitués, puis lorsque vous êtes à l'aise et habitué avec ça, laisser un peu le champ libre sur me démontrer ta compétence, ça peut se faire de plusieurs façons. Te représenter une période historique, ça peut très bien se faire par un dépliant, ça peut très bien se faire par une affiche, par une maquette. Bref, il n'y a pas une seule façon de démontrer ses compétences. Toujours pour pouvoir motiver les élèves, je pense qu'on peut privilégier les évaluations interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Je le mets en troisième parce que je suis conscient que ça demande un niveau de coordination supérieur de la part des équipes écoles ou des équipes niveau, des équipes disciplinaires. Mais je pense que ça favorise le fait que les élèves sont en mesure de transférer les apprentissages qu'ils réalisent, puis aussi d'avoir l'impression que c'est des tâches plus authentiques, plus réalistes, qui se rapprochent finalement du contexte réel de la vie de tous les jours, parce que les problématiques ou les problèmes qu'ils vont rencontrer dans le quotidien, elles sont très certainement pas divisées en chimie, en physique, en français, en géographie. Tout ça est très interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, peu importe le mot que vous utilisez pour représenter cette réalité-là. Mon troisième principe et mon dernier principe, donc je vais terminer avec ça, c'est que l'évaluation doit renseigner l'élève sur le chemin qui lui reste à parcourir. Et ça, ça peut se faire bien évidemment par la rétroaction. Donc, il faut, à mon sens, privilégier les formes de rétroaction qui sont axées sur la tâche, axées sur les stratégies, plus qu'axées sur l'élève lui-même ou elle-même. Donc, il faudrait éviter les « c'est bien, tu as bien travaillé, c'est bien, belle évaluation, hey, bravo, beau résultat », parce que ça ne renseigne pas du tout l'élève sur le chemin qui lui reste à parcourir, puis en fait, ça le renseigne pas non plus sur ce que fait de bien pour atteindre ce bon résultat-là. Donc, il faudrait vraiment se concentrer sur de la rétroaction axée sur la tâche, sur les stratégies. Bravo, tu as été en mesure 2 fois plus souvent cette fois-ci d'utiliser la bonne règle d'accord du participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir. Bref, c'est vraiment de se concentrer puis de donner sa rétroaction puis de choisir la rétroaction parce que je suis conscient que plus on fait de rétroaction, plus on passe de temps aussi à en faire. Donc, c'est de mieux sélectionner sa rétroaction. On entend souvent qu'il faut moins évaluer, en tout cas moi j'entends souvent qu'il faut moins évaluer ou qu'on évalue trop, que les élèves passent trop de temps à être évalués ou en évaluation. À mon sens, c'est une absurdité dans le sens où je pense qu'il ne faut pas moins évaluer, mais il faut mieux évaluer. Il faut évaluer constamment les élèves c'est pas d'évaluer constamment chaque élève non plus. Il y a des élèves pour qui ça va très bien, puis on n'a pas besoin d'une trace supplémentaire pour documenter l'apprentissage de l'élève qui a déjà 96 par exemple. Mais j'ai peut-être besoin d'une trace supplémentaire pour un élève qui ça va moins bien, puis qui a éprouvé plus de difficultés avec le contenu pendant la période d'apprentissage. Donc,
moi, je pense qu'il faut mieux évaluer, il faut mieux choisir ses moments d'évaluation, mais il faut évaluer constamment différents élèves de différentes façons, mais il faut très certainement pas moins évaluer. Puis, ben, il faut effectivement évaluer de manière formative, de manière sommative. Bref, il faut jongler avec ces différentes fonctions de l'évaluation. Puis finalement, la dernière action que moi je propose, c'est de permettre sous certaines conditions la réévaluation. Puis ici, je fais une différence entre la réévaluation et la reprise d'un examen. C'est pas une reprise que de réévaluer un élève, par exemple, qui viendrait nous voir, puis qui n'a pas eu un bon résultat en début d'étape pour certains objectifs d'apprentissage. Puis, à la fin de la période, ben, cet élève-là a clairement appris à se débrouiller, puis est maintenant capable de démontrer son apprentissage de ces objectifs-là. Ben, pourquoi pas réévaluer l'élève avec une autre évaluation? Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être je te donne 2 phrases, tu m'accordes les participes passés, montre-moi que tu as maintenant compris. Et finalement, de faire en sorte que le résultat de l'élève d'il y a 8 semaines, 6 semaines, ne le suive pas indéfiniment dans sa note, au bulletin, euh, parce que les élèves comprennent rapidement que s'ils commettent des erreurs ou que leur résultat n'est pas adéquat en début de période, bien, que ça les suit jusqu'à la fin de l'année. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu cette année avec le changement de pondération des bulletins, les multiples changements de pondération, là, donc ça, je n'entrerai pas là-dedans, mais on voit que les élèves peuvent être démoralisés, démotivés, simplement parce qu'ils ont mal performé au début de l'année scolaire par rapport à la fin de l'année. Donc, moi, je pense que sous certaines conditions, permettre aux élèves de se réévaluer, d'être réévalués, ça peut se faire. Puis là, bien évidemment, pour déterminer quelles sont ces conditions-là, je m'en remets à vous, à votre jugement professionnel. Qu'est-ce qui vous semble acceptable? Qu'est-ce qui vous est possible dans votre milieu? Puis ça, il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question-là ou à ce sujet-là. Donc, c'est pas mal ma présentation. Je suis conscient que je parle toujours très vite, surtout quand je suis devant un écran, j'essaie d'être encore plus dynamique puis de parler un peu plus vite. Malheureusement, je m'en excuse pour ceux qui ont peut-être eu de la difficulté à suivre. Mais donc, si jamais il y en a qui ont des questions, des commentaires, des points de réflexion, je pense que Mme Boisvert va m'aider à animer tout ça. Oui, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très intéressante avec toutes ces pistes de solutions-là que vous nous avez présentées ce soir. On avait une question de Zineb Haroun. Quelles sont les inégalités relevées en contexte canadien? C'est une question qui est arrivée au début de la présentation, là. Ben, de ce que moi j'ai vu passer, c'est surtout des inégalités au niveau de l'accès à du matériel informatique. Donc, c'est le cas, j'ai vu beaucoup d'articles passer pour l'Ontario, mais c'était le cas aussi au Québec, où les élèves n'avaient pas tous accès à la maison à un ordinateur ou à un Chromebook, à une connexion Internet stable et de bonne qualité. Dans les statistiques, de manière générale au Québec et au Canada, les élèves ont accès à Internet, mais c'est jamais vraiment précisé est-ce que l'accès à Internet est sur le téléphone d'un des parents ou est-ce que c'est vraiment un accès à Internet à la maison, haute vitesse. Aussi, c'est pas la même chose d'avoir un accès à Internet et un ordinateur dans le salon que toute la famille utilise par rapport à tout le monde, chaque membre de la famille a un ordinateur portable à sa disposition. C'est vraiment pas les mêmes conditions. Et je pense que les inégalités, ça fait partie des inégalités qui ont été mises en lumière, en tout cas avec la COVID, là, par rapport à l'éducation à distance dans la dernière année. Parfait, merci. Est-ce que vous acceptez de nous partager votre PowerPoint? On pourrait le diffuser aux participants de ce soir parce qu'il y en a qui aimeraient avoir les références que vous avez présentées au début. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, je réponds à la question de M. David Lavoie. Donc, on va vous partager le PowerPoint de présentation. Il va y avoir aussi l'enregistrement qui sera disponible. Ça me fait plaisir. Donc, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Moi, je pense, je ne sais pas, j'aimerais vous poser une question par rapport à l'évaluation.
comme vous dites, avec l'arithmétique cumulative, etc., un élève qui est capable, dans le fond, si on évalue en compétence, l'élève est capable de faire une chaise. Quand il arrive à la fin, il est capable de la fabriquer, sa chaise. Il a réussi à passer toutes les étapes. Mais, dans le fond, il faudrait lui donner la note qu'il mérite pour sa compétence et non pas dire ah ben il a manqué 2 fois son coup avant, puis finalement à la fin il réussit parce que si il a échoué 2 fois avant, ben dans le fond il se retrouverait avec un échec à la fin. Mhm. Tout à fait. C'est sûr que dans une situation idéale, je pense que ça serait effectivement ça. Donc, l'élève ou tous les élèves seraient évalués à la fin de la période d'apprentissage et que c'est ce qu'ils sont en mesure de démontrer à ce moment-là qui serait la seule chose qui rentre dans la note, si on veut. Je suis conscient que dans les différents contextes scolaires, donc que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est pas toujours possible de le faire, mais on peut quand même faire des petits pas pour se rapprocher de cette logique-là, puis de permettre aux élèves d'être évalués en fin de période pour des choses pour lesquelles ils ont peut-être moins bien performé en début de période d'apprentissage. Puis souvent, dans les manuels ou dans les cours d'évaluation, l'exemple qu'on donne, c'est le plieur de parachute. Donc, le plieur de parachute qui aurait, donc on a 2 candidats, 2 plieurs de parachute qui sont en train de faire une formation. Le premier a 75% à la première évaluation, 75% à la deuxième évaluation, donc une moyenne de 75%. Le deuxième a 50% à la première évaluation, mais réussit parfaitement le pliage de son parachute à la deuxième évaluation. Puis là, ben, la question qu'on pose, c'est lequel des 2 plieurs de parachute vous voudriez avoir? Celui qui a parfaitement réussi son pliage, mais qui a 75% de moyenne aussi, ou celui qui a 75% de moyenne, mais qui a pas réussi à plier son parachute de manière parfaite. Fait que, bref, ça fait juste montrer à quel point la logique arithmétique est, est par définition, a des défauts inhérents par définition qu'il faut chercher à corriger, à mon sens. Moi, Mme Boisvert, je ne vous entends plus. Merci. Désolée, merci pour ces précisions. On a une question qui nous demande est-ce que les inégalités sont seulement au niveau du numérique ou s'il y a aussi une inégalité au niveau du matériel utilisé pour les tâches? Ben, c'est sûr qu'il y a certaines inégalités d'un milieu à l'autre, d'une école à l'autre. Ça, je pense que c'est pas nouveau. Mais je pense que pour le matériel, pour les tâches, de manière générale, c'est assez standard, ou du moins pour ce qui est contrôlé par l'école, par le milieu scolaire, c'est assez standard. Mais après ça, les inégalités qui sont toujours là, puis qui sont là en temps de COVID, mais qui étaient là avant aussi, c'est le milieu familial, la qualité par exemple, quand on parle de faire compter des devoirs, par exemple, à quel point est-ce que tous les élèves ont un milieu familial propice à réaliser des devoirs à la maison. Moi, j'avais des élèves très jeunes au secondaire, et quand je dis très jeunes, c'est de 13-14 ans, qui travaillaient à temps partiel le soir, la fin de semaine, pour pouvoir aider leurs parents à survenir aux besoins de la famille. Donc, euh, ça nous permet de nous questionner sur. Il y a beaucoup d'inégalités de plusieurs manières différentes, mais ce qui se passe à l'école, et de manière générale, on essaie de contrôler tout ça, mais bien évidemment, c'est une tentative. C'est jamais parfait. Parfait, merci d'avoir clarifié cet aspect-là. Nous avons une question ici de Madame Stéphanie Lemay. Quand vous parlez d'évaluation interdisciplinaire, pourrait-on parler aussi d'intercompétences ou de modules en formation professionnelle? Mon Dieu, je vous avouerai que je m'y connais un peu moins dans l'enseignement de la formation professionnelle, mais c'est sûr et certain que si dans les modules dont vous parlez, on fait référence à plusieurs disciplines et à des compétences, des contenus, des stratégies. En fait, c'est pas juste pour moi les compétences de différentes disciplines, mais c'est les contenus, les stratégies euh, et les compétences de différentes disciplines. Si tout ça est intégré au sein d'une même activité ou d'une même tâche, à ce moment-là, on peut parler d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité. Donc, si c'est le cas pour les modules de la formation professionnelle, je pense que tout à fait,
le langage est peut-être pas le même, mais on parle de la même chose. Je ne vous entends pas non plus, madame. Encore une fois. Désolée. Donc, pour terminer, on va prendre une dernière question. Le temps file. Devrait-on évaluer que le produit final avec des rétroactions tout au long ou le nombre de fois que l'élève refait son produit final? Moi, en fait, je vous dirais que ça dépend de ce que vous voulez évaluer, puis ça dépend des critères d'évaluation que vous considérez. C'est que parfois, l'évaluation va porter sur la production finale, mais parfois, l'évaluation peut aussi porter sur le processus de l'élève. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez à évaluer. Mais c'est sûr et certain que si dans une optique, ce que vous voulez évaluer, c'est la production finale de l'élève, ben à ce moment-là, ça devrait être la production la plus finale, la plus près de la fin de période d'apprentissage possible, effectivement. Mais encore là, il faut se poser la question à quel niveau est-ce qu'on veut venir évaluer ce que l'élève réalise. Parfait, merci. Oh, une petite dernière qui vient d'entrer. Euh, dans vos principes, vous ne parlez pas de l'importance de présenter aux apprenants les apprentissages attendus ou les critères d'évaluation afin qu'ils puissent voir sur quoi il sera évalué. Qu'en pensez-vous? Effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est une très, très bonne pratique d'expliquer, d'utiliser les grilles d'évaluation ou les critères d'évaluation avec lesquels on va évaluer les élèves, d'utiliser, de leur présenter, d'expliciter ce que ça veut dire, voire même de construire les grilles, les critères avec les élèves si c'est possible. Et de leur montrer finalement un exemple de bonne production aussi. Donc, ça peut être des exemples ou des contre-exemples, mais de leur montrer à quoi ça ressemble une production qui respecte l'ensemble des critères pour guider les élèves définitivement. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est tout le temps qu'on avait ce soir pour cette présentation. Un énorme merci à M. Béchard pour votre présentation. Je crois qu'elle a été appréciée vraiment de tous. Sur ce, ben, je vous laisse sur une belle petite pensée en lien avec l'évaluation, donc la fin d'année qui arrive. Donc, ça nous laisse du temps à réfléchir à tout ça. Donc, encore un énorme merci. Merci à vous, membres du public. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci.